Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au Musée des Arts et Métiers pour cette table ronde intitulée « Prête à vous laisser conduire, enjeux et défis de la voiture autonome ». Un événement dans le cadre de l'exposition Permis de conduire à retrouver ici au musée jusqu'au 7 mai prochain et qui s'inscrit dans un cadre de plusieurs rendez-vous avec des experts. Nous nous interrogeons sur les transformations de l'univers automobile et des relations que nous entretenons avec la voiture. Pour ce troisième volet, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Tout d'abord, Nathalie Devilliers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit et vous êtes membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur l'éthique des véhicules autonomes. Exact. À vos côtés, Manon Eskenazi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de votre côté docteur en urbanisme et aménagement et vous travaillez au laboratoire Ville, Mobilité, Transport où vous vous intéressez à la gouvernance et au modèle économique associé aux véhicules autonomes. Enfin, Philippe Villas-Boas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes plasticien, vous êtes spécialiste d'art numérique. Vous vous intéressez entre autres à la notion d'espace public et à son automatisation. Et si vous êtes avec nous ce soir, c'est aussi parce que vous êtes l'auteur de deux installations qui sont actuellement présentées dans le cadre de l'exposition Permis de conduire. Deux œuvres que, je le précise tout de suite, vous nous présenterez à l'issue de cette table ronde. Avec plaisir. Donc, dans le public, vous êtes invité à rester après les échanges dans cet amphithéâtre. Pour finir, Dominique Gruyer devait être avec nous ce soir. Dominique Gruyer, qui est spécialiste d'intelligence artificielle et de contrôle système. Il est souffrant et il vous prie de vous excuser, enfin de l'excuser, pardon, pour son absence. Voilà, avant de retrouver vos œuvres à l'issue de cette table ronde, place à la discussion, au débat sur les enjeux et défis de la voiture autonome, alors que depuis le début des années 2000, on assiste à un essor fulgurant du secteur de la voiture automatisée, avec une ambition affichée d'améliorer la sécurité et la fluidité du trafic, en même temps que de garantir plus de liberté aux conducteurs. Or, cette transformation n'est pas sans soulever d'importantes questions technologiques, mais aussi des questions environnementales, sociales ou encore juridiques. Alors, in fine, nous laisserons-nous conduire un jour les yeux fermés par une voiture? Qui gagnerons-nous ou pas? Et quelles en seront les conséquences éthiques et sociétales? Nous en discutons tout de suite avec nos invités. Et pour commencer, je vous propose à chacune et chacun une question très courte à laquelle je vais vous demander de répondre en quelques mots, simplement en guise d'introduction. Avec tout d'abord une question pour vous, Manon Eskenazi. Est-ce que vous pouvez nous dire si une voiture qui roule toute seule, est-ce que ça existe ou est-ce que c'est encore essentiellement de la science-fiction ? Alors, effectivement, aujourd'hui, ça reste de la science-fiction, hein, une voiture qui roule toute seule. C'est un peu le discours qui a été porté depuis une dizaine d'années sur le fait que, et notamment par de grands constructeurs automobiles américains, sur le fait qu'un jour il y aurait des véhicules autonomes où il n'y aurait plus de conducteur, où on pourrait faire ce qu'on veut dans la voiture. Sauf que en fait, on est déjà revenu sur la terminologie de véhicule autonome parce que les constructeurs et les acteurs de l'écosystème du véhicule autonome se sont rendus compte qu'en fait, quand on vendait ça, on avait l'impression qu'il n'y avait plus du tout d'humain dans le système. Ce qui est faux. Il y a toujours un humain quelque part. Et s'il n'est plus dans la voiture, il est quelque part derrière, dans la supervision du véhicule. Donc plus en conducteur, mais par contre en supervisant le système de véhicule qui va circuler. Donc il y a toujours de l'humain. Et donc il y a eu un virage sémantique, si je peux dire, ces quelques dernières années, rien qu'en France, où on ne parle plus aujourd'hui de stratégie nationale de véhicules autonomes, mais de stratégie nationale du véhicule automatisé. Donc on est redescendu un petit peu d'un cran, et il y a eu un peu ce virage qui permet de dire que finalement, oui, le véhicule autonome, complètement autonome, il n'y aura plus jamais d'humain qui conduira et qui sera dans le véhicule et qui supervisera ce véhicule, ça n'existe pas. Il y aura toujours de l'humain quelque part, mais c'est juste plus là où on l'attend. Et on verra au fil de la discussion jusqu'à quel niveau il restera toujours de l'intervention humaine. Une question pour vous, Nathalie Devilliers, en tant que juriste et spécialiste d'éthique, est-ce qu'une voiture autonome, c'est a priori un objet technique comme un autre, ou est-ce que c'est un objet un peu singulier ?
C'est un objet très singulier parce que le véhicule, pour qu'il puisse fonctionner en mode délégation de conduite supervisée, doit absolument être connecté et a une part d'automatisation. Donc ça signifie que le véhicule en lui-même, toutes les technologies qu'il embarque, les capteurs que vous pouvez voir dans l'exposition, par exemple le LIDAR, portent en eux-mêmes des risques qui n'existent pas dans les véhicules classiques, sachant que ce véhicule doit circuler en mode délégation de conduite dans une infrastructure qui elle-même doit être connectée, tel qu'un feu tricolore par exemple, ou d'autres éléments de l'infrastructure. Automatiquement, on va devoir mettre en place une réglementation qui permet de garantir la sécurité à bord de ces véhicules, donc garantir la sécurité pour les personnes, les usagers, les tiers, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'extérieur, les piétons que nous sommes, les cyclistes aussi parfois. Bien sûr, les cyclistes, ce n'est pas du tout ce que je voulais critiquer, mais en tout cas, tous les usagers de la route, en éthique, on prend en compte tous les usagers de la route sont sur un pied d'égalité. Et puis le personnel qui exploite tous ces dispositifs. Et donc les problématiques juridiques principalement vont porter sur de la cybersécurité, que ce soit à bord du véhicule et dans les infrastructures. On imagine toujours le pire quand on est connecté. Vous vous rappelez des attentats de Nice? Vous imaginez l'attentat de Nice version connectée? Je suis un acteur malveillant. Je ne connais rien à la technique, mais j'ai de l'argent. Je vais aller chercher un hacker sur le dark web et lui va se débrouiller pour pirater des véhicules autonomes, attaquer la France à l'échelon national, attaquer un territoire en particulier, parce qu'il aura trouvé la vulnérabilité du système dans la voiture ou dans l'infrastructure. Et effectivement, pour nous, en tant que juristes, le fait qu'il y ait une remontée de règles de droit nous signale que ce n'est pas du tout un objet comme les autres et qu'on doit être très vigilant. Et qui pose donc des questions vertigineuses, vous l'avez évoqué à l'instant. Philippe Villas-Boas, une question pour vous. On y reviendra évidemment, notamment en décrivant et en visitant vos œuvres tout à l'heure. Est-ce que pour vous, une voiture autonome, c'est a priori un gage de plus de liberté? C'est une belle question, c'est une grande question, je dirais philosophique et même juridique, mais la question de la liberté, finalement, dans le cadre de la voiture autonome, c'est à quel point, vous parliez de délégation, c'est à quel point finalement on délègue des fonctions, pour ce cas-ci, qui sont à la fois mécaniques et cognitives. Et moi j'ai souvent l'impression qu'on vient de vivre 2 siècles d'automatisation mécanique à grande échelle depuis la révolution industrielle. Le musée en témoigne juste derrière. Et là on embraye sur de l'automatisation de fonctions cognitives cette fois. Et la voiture autonome en fait combine les deux et pose plein de questions, je trouve, d'enjeux, enfin de conséquences cognitives pour nous, pour notre cerveau déjà, pour notre corps, et de conséquences bien sûr, on en parlera aussi peut-être écologiques, énergétiques, puisque c'est d'actualité. Absolument. En tout cas, ça n'est rien d'évident que lâcher le volant signifie plus de liberté. On l'a compris avec cette introduction. On va rentrer évidemment maintenant dans le détail de ce débat et on va commencer par définir plus précisément ce qu'on entend par véhicule autonome. Pour ce faire, je vous propose, peut-être vous, Manon Eskenazi, de nous dire quelles sont les différentes catégories de véhicules en termes de leur automatisation. Alors, aujourd'hui, au niveau international, on définit 5 niveaux d'automatisation. Le niveau 0, où le véhicule a rien du tout de connecté, donc une très très vieille voiture, par exemple. Ça, c'est la 2 chevaux, quoi. Un peu comme ça. Et puis, en fait, on monte petit à petit. Donc, au niveau 2, par exemple, on a des aides à la conduite qui vont être assez avancées, mais toujours avec un chauffeur, hein, c'est juste, ça va aider par exemple au stationnement sur certains points, sur certaines segments de la conduite. Et à partir du niveau 3-4, là on arrive dans les expérimentations qui ont lieu en ce moment sur le véhicule autonome. Donc il faut savoir quand même que le véhicule autonome sans chauffeur, aujourd'hui en France et dans la plupart des pays du monde, ce n'est pas permis.
Ce n'est pas permis parce qu'on a la Convention de Vienne de 1967 qui oblige à ce qu'il y ait un conducteur derrière le volant et qu'il y ait les mains sur le volant pendant la conduite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on fait des expérimentations de véhicules autonomes, on demande des dérogations pour justement arriver à enlever le chauffeur. Donc la plupart des expérimentations qui ont lieu aujourd'hui, c'est encore des expérimentations avec ce qu'on appelle alors le terme est anglais parce que dans le milieu technologique, on aime bien utiliser l'anglais, donc le safety driver, donc un conducteur de sécurité qui reste derrière le volant, qui peut reprendre la main quand il y a des segments où le véhicule ne peut plus rouler en autonomie. Donc ça, c'est le niveau 3. C'est le niveau où il y a toujours un conducteur, mais il y a certains passages, par exemple, on peut imaginer que le véhicule roule tout seul, on va dire ça comme ça, sur une portion d'autoroute dans un environnement très contrôlé. Et c'est à partir du niveau 3 qu'il y a donc de l'intelligence artificielle embarquée qui permet de prendre les décisions de conduite, c'est ça. Ce qui n'est pas encore le cas au niveau 0 à 2. Hein. C'est ça. Les 2, c'est plutôt de l'aide à la conduite. Alors, pour le coup, je ne saurais pas dire exactement, effectivement, s'il y a déjà de l'intelligence artificielle. Nathalie Devilliers, vous voulez compléter ? Comme j'ai eu le plaisir d'arriver très en avance, j'ai fait l'exposition sur le permis de conduire et il y a effectivement une salle qui explique les 5 niveaux d'automatisation, le niveau 0, la 2 chevaux, et ensuite c'est d'abord sans les pieds. On règle la vitesse, on est sans les pieds. Ensuite, c'est sans les mains. Ensuite, c'est sans les yeux. On n'avait même plus besoin d'ouvrir les yeux. C'est assez joueur. Ensuite, c'est sans le cerveau. Alors là, ça m'a fait beaucoup rire d'utiliser cette expression sans le cerveau. Donc en gros, prochaine œuvre. Voilà. Prochaine œuvre Donc, sans cerveau. allez-y, c'est très cocasse. Et effectivement, ces niveaux, donc, on les a construits pour les raisons qui ont été indiquées, aussi pour avoir des repères communs, parce qu'effectivement, le véhicule autonome, s'il ne peut pas franchir de frontières et qu'arriver en Allemagne, on n'a pas les mêmes règles de lecture des niveaux d'automatisation, ça va nous poser un problème. Et donc les tests ensuite arrivent à un niveau finalement extrême où on est en 100% conduite déléguée, mais dans un flux de circulation courant. C'est-à-dire au lieu d'être dans un flux fermé, dans un circuit fermé prédéfini, on est dans la vraie circulation où là le véhicule en conduite autonome va s'infiltrer dans le trafic de base. Et moi j'ai vu des expérimentations dans un groupe de travail à l'Union internationale des télécommunications où on voit des véhicules qui n'arrivent pas à franchir ce cap-là, qui n'arrivent pas à s'insérer dans le trafic parce que vous et moi quand on conduit, on appuie, on donne ce petit coup d'accélérateur et puis hop, on y va. Le véhicule autonome, lui, il n'en est pas encore là. Alors justement, pour préciser là où on en est, donc niveau 0, évidemment, c'est la 2 chevaux, ça existe. Le niveau 1, c'est un tout petit peu d'aide à la conduite. Typiquement, c'est des équipements comme l'ABS, ça c'est déjà du niveau 1, donc ça existe. Niveau 2, ça existe depuis à peu près le début des années 2000, ça roule sur nos routes. Et le niveau 3, c'est la Tesla, donc ça prend la main un petit peu, mais ça ne marche pas si bien. Vous parlez d'expérimentation, le niveau 4, ça ne roule pas encore sur nos routes. Non, donc c'est effectivement en France, aujourd'hui, on n'a pas le droit de rouler en niveau 4 sur les routes, sur les voies publiques. C'est-à-dire que sur les sites privés, par exemple, sur un site d'entreprise, il est possible de tester ce type de technologie sans demander d'autorisation. Et donc là, aujourd'hui, les expérimentateurs, ils demandent des dérogations pour pouvoir essayer ce niveau 4. Il faut savoir que dans les expérimentations qui sont testées aujourd'hui en France, on est plutôt sur du niveau 3 et on commence à passer sur du niveau 4. C'est-à-dire qu'on commence à essayer de faire des expérimentations où on enlève carrément le chauffeur du véhicule et il n'y a vraiment qu'une supervision qui est en général à proximité. Ça peut être un véhicule qui est derrière, ça peut être un centre de contrôle pas très loin, mais il y a une supervision à proximité. Donc au niveau technologique, on en est entre les niveaux 3 et 4. Possibilité à terme de retirer de l'habitacle, en tout cas, mais à le garder autour, le superviseur. C'est ça. Et en fait, il y a un vrai enjeu. Il y a quand même eu un revirement aussi, parce que quand les 5 niveaux ont été définis, l'objectif c'était d'aller jusqu'au niveau 5. Aujourd'hui, les constructeurs de navettes, les constructeurs automobiles, ils envisagent d'aller au niveau 4. En disant qu'effectivement, retirer complètement le cerveau, ça ne va pas être possible. En tout cas, c'est vraiment plus envisagé et l'idée c'est juste en fait de retirer le chauffeur aujourd'hui.
transformer finalement ce métier, de transformer les métiers de chauffeur à des métiers de superviseur, si on veut dire. Et donc d'avoir, au lieu d'avoir un chauffeur pour un véhicule, d'avoir un superviseur pour 10, 20, 30 véhicules. Donc l'idée d'un véhicule qui roulerait complètement tout seul, sans supervision humaine, ça demeure aujourd'hui de l'ordre du fantasme technologiste. Et ce n'est pas la direction, vous disiez Manon Eskenazi, que prennent même les constructeurs. Nathalie Devilliers et ensuite Philippe Villas-Boas. C'est total, parce que de toute manière, sur le plan éthique, l'humain doit être présent. Très souvent dans les débats où les systèmes d'intelligence artificielle sont en cause, on se demande où est l'humain. On a besoin de l'humain. Soit l'humain est avant la boucle, dans la boucle, à la sortie de la boucle. Et par exemple, dans le projet de règlement sur les systèmes d'intelligence artificielle à la Commission européenne, il y a 2 humains à la sortie de la boucle. Donc il y a double supervision. Donc l'humain est toujours quelque part, et effectivement, c'est le fantasme total. Et vous le disiez, il est toujours là, et aussi pour des questions éthiques, réglementaires, des questions juridiques. Mais si on revient sur les questions purement techniques, aujourd'hui, quelles sont les limitations Je vous ai oublié. Oui. Je vous en prie. Non, je voulais dire que, en fait, moi, souvent, je me demande si on n'est pas en train de réinventer le train avec la voiture autonome. Et du coup, je me dis... mince, est-ce que c'est un chemin intéressant? Le train, en ce sens que le conducteur et le superviseur de 10 voitures qui sont et derrière sur les questions lui. techniques, mais qui pour moi sont un peu accessoires, c'est-à-dire qu'on sait faire de la conduite autonome aujourd'hui dans les airs, parce qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est assez simple. Aujourd'hui, les pilotes, ils sont là pour mâcher leur chewing-gum. Sur Terre, c'est plus compliqué. Il y a des humains, il y a des vélos, il y a des enfants. Les voitures autonomes aujourd'hui elles sont à l'aise sur des grands axes et effectivement ça peut permettre de fluidifier les choses, éviter l'effet accordéon qu'on connaît bien, mais la question en fait derrière ça c'est plus pour moi le symbole de la voiture autonome, excusez-moi de réorienter le débat, c'est vraiment sur comment dirais-je ce projet de société globale de finalement capitaliser sur l'analyse, la numérisation du monde, en mettant de côté finalement les yeux, le cerveau, l'humain. C'est ce symbole-là que j'utilise finalement dans l'installation, on le verra tout à l'heure, à quel point finalement il met de côté, il met à la place non plus du conducteur mais de passagers. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle place on donne aux gens si on veut qu'ils soient uniquement passagers. Et puis au-delà de ça, j'espère qu'on va développer sur les aspects vraiment énergie, matériaux qui sont centraux aujourd'hui. On va y venir. Alors, imaginons que l'espace d'un instant, on puisse être complètement naïf, on est des technologues et on se demande simplement si on peut faire rouler des voitures toutes seules. Voilà. Je ne m'intéresse qu'à l'intelligence embarquée, aux capteurs qui permettent de recueillir toute l'information nécessaire pour faire fonctionner cette intelligence. Aujourd'hui, donc on disait de niveau 5, c'est pas quelque chose d'envisageable. On en est donc entre niveau 3 et niveau 4. Aujourd'hui, où sont les verrous, où sont les difficultés principales pour atteindre ce niveau de maturité technologique d'un véhicule supervisé? Manon Eskenazi. Alors aujourd'hui, quand on fait moi dans le programme d'expérimentation dans lequel je travaille, où je fais donc l'évaluation effectivement de la gouvernance de ces expérimentations, en fait le véhicule autonome aujourd'hui, il doit il doit intégrer un certain nombre de scénarios. Donc en fait, on teste les scénarios et on dit ok, donc ce scénario-là, dans ce contexte-là, avec cette température, là c'est bon, le véhicule il roule, ok, c'est validé, et on passe à un autre. Et donc pour l'instant, il est un peu dans ce système d'apprentissage où on va tester de plus en plus de scénarios, valider, et c'est effectivement les questions de sécurité, sur chaque scénario qu'on teste, dire ok, la sécurité c'est bon, donc on valide, le véhicule autonome, il peut rouler, en tout cas de niveau 4, pourra rouler dans ce contexte-là, et il va avoir ce dispositif d'apprentissage. Donc aujourd'hui, les verrous, ils sont encore nombreux, parce que il y a énormément de situations à apprendre en fait et à envisager. Et on parlait tout à l'heure effectivement du fait que aujourd'hui le véhicule autonome il ne sait pas s'insérer dans le trafic. Pour certains, ils arrivent à s'insérer dans le trafic quand les conditions sont bonnes, quand tout se passe bien, quand il n'y a pas quelqu'un qui pile devant, parce que forcément il faut aussi apprendre à gérer. Il faut que le véhicule apprenne à interagir avec l'humain, mais pas que, avec la nature aussi. Il faut qu'il apprenne à gérer des situations où en fait, il va se passer un événement qu'il n'avait pas anticipé, qui n'était pas dans sa base de données.
En fait, c'est très contextuel. Une bourrasque, des branches qui sont tombées par terre en automne. Enfin, il y a vraiment aujourd'hui, on est vraiment encore dans cette phase d'apprentissage du véhicule. Et aujourd'hui, les expérimentations qui sont mises en place, ce sont des expérimentations techniques. On commence à aller vers des expérimentations de services, parce qu'il y a un point peut-être qu'il faut que je mentionnerai peut-être plus tard, mais j'y reviendrai peut-être plus tard, mais je mentionne maintenant, c'est qu'en fait, en France, on parle là de véhicules autonomes, donc on a parlé pas mal de conduite, on a l'impression qu'on parle beaucoup de conduite de véhicules personnels, mais en France, la stratégie nationale et l'orientation donnée par le gouvernement, c'est de faire du véhicule autonome un véhicule qui soit partagé. Et on va y venir voilà. Juste après. Et du coup, c'est aussi pour dire voilà, que c'est effectivement dans les expérimentations qui sont testées, il y a un certain nombre de variables. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. En tout cas, ce que je comprends, c'est que la capacité du véhicule autonome à prendre des décisions tout seul et à le faire correctement, ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on l'insère. Nathalie Devilliers. Si je reprends la thématique, j'espère que je ne vous ai pas trop apeuré en vous parlant d'attentats numériques transnational, parce que en réalité, quand on raisonne en termes de numérique, notre problème de base, c'est la vulnérabilité. Ça va générer du risque, de l'incident, voire de la crise. Et ces différentes étapes sont reflétées par des éléments aussi simples que alors je vais dire le pirate, pour englober la partie des hackers, on va dire, va attaquer de manière cinétique un objet, par exemple un feu tricolore, et va le faire passer à l'autre couleur alors que ce n'est pas censé être de cette couleur-là, ou va attaquer de manière cinétique aussi la voiture sur le lidar et le faire bloquer, dysfonctionner. Mais ensuite, il y a toute la problématique des flux. Comme je l'indiquais tout à l'heure, le véhicule est connecté partout où il circule, et s'il n'est pas connecté, il ne peut pas être à délégation de conduite. Donc l'attaquant va s'attaquer aussi à tous ces flux et va par exemple corrompre le flux de données GPS et faire croire au véhicule qu'il est sur cet endroit-là alors qu'il est ailleurs. Alors vous me direz, oui Nathalie, il y a aussi des GPS actuellement qui ne sont pas à jour. Je sais, mais c'est justement bien la preuve qu'il y a des problèmes. Un jour, je me rendais dans ma famille vers Limoges et on m'a dit, à 100 mètres, tournez à gauche. Mais le pont n'était pas fini de construire. Donc heureusement que ce n'était pas un véhicule qui allait tourner tout seul. Donc effectivement, tous les scénarios sont envisagés. La stratégie de la France, c'est vrai, c'est de faire des systèmes de transport routier automatisés, connectés, certainement sur des espaces déjà qui sont fermés, tels que des campus, des sites hospitaliers, aller d'un centre-ville à une gare, et puis ensuite de développer sur le fret et la logistique. Ça, c'est très clair. On veut entre 100 et 500 solutions d'ici 2030 sur ces terrains-là. Et puis, donc sur la cybersécurité, on a eu un décret qui a été adopté il y a 2 ans, qui permet donc d'envisager tous ces scénarios. Et ce que fait aujourd'hui l'État dans un document qui en plus est public, qui est très long, qui est très bien documenté, qui est très riche, qui est en train donc d'indiquer à tout le monde que nous sommes conscients des risques cyber qui entourent les véhicules autonomes en France. Ça fonctionne exactement avec des scénarios. On envisage plein de situations, on envisage même les profils des hackers et leurs intentions quand ils vont commettre l'attaque, donc ça va très très loin. Philippe Villas-Boas, vous voulez intervenir ? Oui, ce sont des fragilités informatiques. Moi, je me pose la question des fragilités à l'échelle, c'est-à-dire que tout projet technologique aujourd'hui, on a quand même un business plan entre guillemets, c'est-à-dire qu'on cherche à passer à l'échelle, à produire en masse. Dans quelle mesure finalement on a pensé le projet de la voiture autonome en masse dans un contexte où les ressources chutent, où l'énergie triple ou fait x10 en termes de coûts. Enfin, il y a plein de questions en fait sur le modèle aussi. Enfin, même si on mettait de côté les problèmes écologiques, économiquement, je me pose des questions. Alors, on va venir évidemment sur la question du passage à l'échelle. Elle est absolument cruciale. Pour aller dans cette direction, une question peut-être plus simple. Alors, vous avez déjà esquissé des réponses. Vous disiez du fret, de la logistique. Il y a la volonté des pouvoirs publics de faire du véhicule autonome peut-être un véhicule collectif. D'un mot, un véhicule autonome, à quoi ça sert, à quoi ça va servir? Est-ce qu'on sait ça aujourd'hui? Manon Eskenazi. Alors, à quoi ça sert aujourd'hui?
On va parler plutôt au futur, ou non, futur conditionnel. Alors, je me permets de vous couper. Des industriels investissent sur cette technologie. L'État finance en partie ces R&D. Donc j'imagine que ces gens-là ont à l'esprit des idées quant à ce qu'ils veulent offrir comme mobilité avec des véhicules autonomes. Alors, il faut savoir quand même que le véhicule autonome, c'est pas un rêve nouveau. Hein, ça date pas d'il y a 10 ans. Ça fait depuis les années 40 aux États-Unis, General Motors dans ses Futurama, donc ses visions du futur, ses expositions universelles du futur, vendait déjà le rêve de la voiture autonome en disant en 1960 ça arrivera. Voilà, ça fait donc en fait un petit moment et la voiture volante aussi. Mais ça fait un petit moment qu'on a ces imaginaires finalement en Grèce antique aussi. Là. La Grèce antique aussi avait des rêves de véhicules autonomes. Donc, pour dire que effectivement, c'est pas un objet qu'on imagine que depuis 10 ans. Ça fait longtemps que ça vient. Ça fait longtemps, effectivement, qu'il y a des expérimentations de véhicules autonomes. Donc, on parlait tout à l'heure du métro, quand même le premier, finalement, transport automatisé récent, ça reste quand même le métro. Le métro, notamment à Lille. Hein, le VAL, c'est la première expérience vraiment de transport autonome. Et en fait, c'est depuis 10 ans, ce qui s'est passé quand même, c'est qu'il y a eu vraiment une forte impulsion des États-Unis, des constructeurs américains et des géants du numérique qui sont arrivés sur le segment de la voiture autonome. Donc Google qui a vendu sa Google Car, Tesla qui a dit à chaque fois c'était dans 3 ans, dans 4 ans je fais du véhicule autonome, c'est repoussé. Bon. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup en France, il y a eu, et en Europe, il y a eu un peu ce besoin cette impulsion des constructeurs à se positionner sur ce marché qui pouvait apparaître et qui pouvait remettre complètement en question leur modèle économique. Et en 1914, n'importe quoi, en 2014, donc il y a le plan d'Arnaud Montebourg de Nouvelle France industrielle, et dans lequel il a été identifié comme piste d'action de travailler sur le développement du véhicule autonome. À partir de là, en fait, on voit bien que le véhicule autonome, ça a été en fait au départ une politique industrielle, plus qu'une politique de mobilité. Et c'est vraiment à partir de 2017-2018, à partir du moment où on a eu toutes ces réflexions sur la nouvelle loi d'orientation des mobilités, qu'il y a eu les assises de la mobilité qui ont réuni tous les acteurs du secteur du transport et de la mobilité pour réfléchir collectivement à ce qu'il fallait développer en termes de politique de transport pour pour répondre aux enjeux sociaux de désenclavement des territoires, ce qu'on appelait les zones blanches de la mobilité, des enjeux écologiques aussi auxquels on est confronté aujourd'hui, que le véhicule autonome a été intégré finalement dans cette réflexion-là, en disant le véhicule autonome partagé, et ça a vraiment été une orientation très forte du gouvernement français qui est différente de ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Par exemple, en Corée du Sud, l'objectif c'est de faire plutôt du véhicule particulier automatisé. En France, on est vraiment le gouvernement a vraiment impulsé sur le fait que de faire du véhicule autonome partagé, et en réponse à des enjeux sociaux. C'est comme ça que ça a été formulé en tout cas, de dire que le véhicule autonome allait répondre effectivement à des problèmes de congestion, d'accidentologie aussi. Hein, il y avait de nombreuses recherches qui disaient à 90%, quand il n'y aura que du véhicule autonome, on réduira 90% de l'accidentologie. Pour arriver à là, il faut qu'il n'y ait que du véhicule autonome, hein, donc on n'y est pas encore. Mais par contre, c'est comme ça qu'il a été aussi vendu. Il y a eu tout un discours sur le fait que le véhicule autonome, ça pouvait être une solution pour les territoires peu denses et pour les territoires où on ne pouvait pas faire du transport public parce que ça coûte trop cher. Et pourquoi ça coûte trop cher aujourd'hui de mettre du bus, notamment dans les zones rurales ? C'est parce qu'il faut payer des conducteurs et que ça coûtait trop cher. Donc il y a eu un peu ce discours-là de dire, à terme, le véhicule autonome, quand il fonctionnera, ça servira à ça. Donc des autobus automatisés qui vont chercher les gens et qui les ramènent chez eux dans des zones rurales isolées. Autobus, navettes aussi, hein, donc sur des plus petits formats, ou du véhicule particulier partagé. Sachant qu'aujourd'hui, ce qui est testé, c'est plutôt du véhicule 4 places, 5 places comme on le connaît, mais il y a toutes des réflexions qui sont entamées chez les constructeurs sur finalement quel design du véhicule autonome. Et je pense que vous avez déjà vu ces publicités avec le véhicule autonome dans lequel on pourrait faire du vélo d'appartement, par exemple. Donc il y a plein de réflexions qui sont en cours sur le design, mais voilà, ça peut être tout format de transport partagé en tout cas. Nathalie Devilliers, je vous ai vu prendre des notes, vous voulez ajouter quelque chose ? Parce que l'enjeu, il est très clair, effectivement. On voit bien que c'est
comme n'importe quel sujet où la technologie, l'intelligence artificielle interviennent, il s'agit de lutter pour occuper le podium. Donc, on va avoir la lutte de base, entre guillemets, qu'on connaît très bien avec les GAMAM, et donc Tesla qui se rajoute à ça pour être en concurrence avec les États pour affirmer la position américaine. Et effectivement, quand on lit la stratégie française, on lit tout de suite que l'ambition sur les transports routiers autonomes, c'est ajouter de la modernisation au transport et faire des technologies souveraines. Donc, on comprend très bien qu'on souhaite s'affranchir de cette mainmise que les États-Unis comptent exercer sur nous. On le voit aussi au niveau de l'Union européenne, parce que le règlement en préparation sur l'intelligence artificielle, il a précisément aussi ce but-là. Vous connaissez peut-être le règlement sur la protection des données à caractère personnel, le RGPD, qui est la première loi européenne qui a un effet extraterritorial. Le règlement sur l'IA aura aussi cette vocation-là, d'avoir cette emprise, cette réponse finalement vers les États-Unis pour avoir un contre-pied. Ce sera la première loi sur l'intelligence artificielle dans le monde. Et donc les considérations environnementales, sociétales, les enjeux arrivent au stade de la mise en œuvre. Par exemple, aujourd'hui, une entreprise veut soumettre n'importe quel projet en France à BPI sur le cloud, sur n'importe quoi. Il y aura des facteurs d'analyse environnementaux et sociétaux et en termes d'éthique. Quand on soumet aussi un projet à l'Union européenne pour obtenir 3 millions de financements sur 3 ans, on a aussi une analyse environnementale et un facteur sociétal qui intervient. Et c'est effectivement noté. Je suis évaluatrice sur ces projets-là et je peux vous dire que c'est très précisément regardé de plus en plus, mais certainement pas à la hauteur de ce qu'on imagine. Et peut-être à la hauteur de ce qu'il faudrait. Non, pour rebondir sur le... puisqu'on parle d'abord technique, pour rebondir d'abord sur la question de la souveraineté, qui est annoncée comme un objectif, ça me fait doucement rigoler quand même, parce qu'on a déjà le cas de toutes les données santé, par exemple, en France, et les serveurs ne sont pas du tout, en fait, des serveurs souverains français ni européens. Enfin, on en parlait avec Tariq qui est dans la salle, il y a un souci finalement général sur la gestion des données, et au-delà de la gestion des données, sur la physicalité de ces serveurs, on va réatterrir sur les questions énergétiques, je suis désolé, mais ces serveurs, ils demandent beaucoup d'énergie, et on y reviendra, mais je ne sais pas si c'est vraiment plausible, en fait, cette intention comme ça de délégation totale. Est-ce qu'on peut se le permettre? Est-ce qu'on peut se le permettre, et est-ce qu'on peut le mettre en œuvre dans une perspective, vous le disiez, Manon Eskenazi, de réduire un certain nombre de coûts, notamment des coûts salariaux, au regard de ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ça fonctionne? Est-ce que, pour le coup, c'est une solution qui semble viable? Alors, aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui sortent sur la question du coût du véhicule autonome. Moi, je ne suis pas très satisfaite avec la manière dont elles sont menées, parce que, effectivement, si vous lisez la plupart des recherches sur le coût du véhicule autonome, on va vous dire « Ah ouais, c'est vachement moins cher de faire un service de taxi autonome que taxi avec chauffeur ». Le problème dans la plupart de ces études, c'est que je trouve qu'il manque un certain nombre de coûts qui ne sont pas pris en compte, notamment les coûts d'infrastructure. On parlait tout à l'heure du fait que pour faire que le véhicule autonome il circule, il fallait des lidars, il faut des radars. Il y a aujourd'hui un peu de tendance qui se dégage sur la question de ces technologies. Il y en a qui vont dire, en fait, il y a des constructeurs qui vont dire il faut absolument s'affranchir d'infrastructures connectées, parce que sinon ça ne marchera jamais. Pourquoi ça ne marchera jamais? Parce qu'en fait, à un moment, quand on met l'infrastructure connectée, notamment en ville, il faut se demander qui va la payer, cette infrastructure, qui va l'entretenir, qui va l'installer. Et du coup, c'est des coûts que les constructeurs ne vont peut-être pas prendre en compte. Par contre, ça veut dire que c'est les collectivités qui vont devoir les supporter. Et aujourd'hui, le budget des collectivités, il est quand même assez serré. Donc c'est une des questions qui se posent. Et donc, il y a aussi la question effectivement de la masse salariale. Et là, on arrive vraiment sur des questions d'éthique. Aujourd'hui, sur le transport public de voyageurs, il y a un manque de chauffeurs de bus.
sur la plupart des réseaux. On voit bien à Paris en ce moment, la ligne 8 par exemple, elle ne fonctionne plus très bien parce qu'on n'a plus de conducteurs de métro. Il y a plein de lignes de bus, la RATP est un peu mise en défaut parce qu'elle n'arrive plus à opérer, à assurer la qualité de service public qu'elle est censée assurer, parce qu'on n'a plus de chauffeurs. Et c'est comme ça sur pas mal de réseaux en France. Donc, une des réponses, c'est de dire, on va tester la technologie autonome, justement, pour répondre, parce qu'on a de moins en moins de chauffeurs, donc là, si on a du véhicule autonome, on n'aura plus besoin de chauffeurs. Ça pose des questions de société. Est-ce qu'on préfère développer des technologies que améliorer les conditions de travail des employés aujourd'hui? Ça se pose, sachant qu'il y a aussi comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une redéfinition des métiers. C'est qu'on n'aura peut-être plus de chauffeurs, par contre on aura des superviseurs. Les superviseurs, on n'attendra peut-être pas d'eux les mêmes compétences et les mêmes compétences, c'est d'autres types de métiers, et ça oublie peut-être aussi dans ces études, moi je pense qu'il y a un vrai aussi oubli, c'est que quand on parle de services de mobilité, de services de transport, aujourd'hui dans un bus, vous avez un chauffeur de bus, vous avez aussi de l'humain. Si demain il n'y a plus du tout d'humain dans le transport public, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes en termes de sécurité de personnes? Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes pour certains publics, par exemple, qui auront peut-être besoin d'une aide pour monter dans le bus, il y a besoin d'intervenir? Et donc ces coûts-là d'humains qui sont peut-être une redéfinition de ces métiers-là, ils ne sont pas du tout pris en compte dans les études. Donc aujourd'hui, moi je ne saurais pas vous dire si le véhicule autonome, il coûtera vraiment moins cher. Alors, c'est surprenant d'entendre qu'on ne prend pas en compte les coûts de l'infrastructure, parce que, on ne l'a pas dit, mais un système de voiture autonome, en fait, informatiquement parlant, c'est un système complexe, et c'est en fait les modèles, on pourrait dire, qui sont les plus gourmands en fait en circulation d'informations, en données, puisque en fait ce qui se passe techniquement, c'est que chaque véhicule collecte de l'information sur son environnement, donc les dangers, et puis les partage avec l'ensemble du réseau. Et c'est comme ça qu'on peut anticiper d'éventuelles collisions, ou en tout cas les éviter, je veux dire, et rendre le système intelligent. Mais ça veut dire une qualité de réseau déjà qu'on n'a pas vraiment. Ça veut dire des échanges à très haute fréquence, un peu dans tous les sens. Et donc ça veut dire des serveurs déportés loin des voitures, qui tournent et qui alimentent ce système complexe. Voilà, on revient au serveur. Et la question vous avez remarqué, c'est est-ce que c'est physiquement possible que de développer comme ça de la 6G, de la 7G pour faire rouler tout ça, tous les capteurs par million? Je ne vous parle même pas de réseau pour l'instant, je vous parle des serveurs. Et on a vu d'ailleurs avec les températures, le climat qu'on a en Californie, on a eu plein de data centers qui ont sauté à cause des températures. On n'a pas du tout anticipé les risques, les montées en température des disques durs par rapport au réchauffement climatique. Enfin, c'est un impensé total en fait. Alors, il y a pas mal d'impensés, et je voudrais qu'on parle un peu des questions éthiques. Et puis, peut-être, on va décrire un petit peu après votre œuvre, Sans les mains. Et puis, on va voir ce que ça implique aussi que de déléguer comme ça un véhicule autonome sur le plan presque philosophique. C'est pas sans conséquence. Nathalie Devilliers, vous vouliez ajouter quelque chose avant? Oui, parce qu'il semble aussi que ces véhicules ont besoin de batterie et fonctionnent avec des composants qui sont à base de terres rares. Nous n'avons ni l'un ni l'autre, nous les importons. Et donc, nous sommes aussi dépendants à ce niveau-là. Donc la souveraineté industrielle n'est pas voilà, du tout garantie. Ça paraît très compliqué. Regardez ce qui se passe depuis que nous sommes en guerre, j'allais dire, alors que nous sommes en guerre, nous subissons les effets de la guerre de manière très directe. Et effectivement, cet impensé, il est totalement, il a beaucoup d'impact. Et oui, par rapport au fait que oui, nous n'avons pas d'indépendance concernant nos serveurs sur les données de santé, avec l'alliance avec Microsoft, c'est effectivement l'exemple d'une alliance stratégique où un État comme la France se joue une alliance pour obtenir quelque chose de, entre guillemets, son protecteur.
En tout cas, c'est l'analyse que je ferai. Sur l'éthique, vous vouliez qu'on parle Oui, je voulais qu'on parle un peu responsabilité. On Oui. a parlé sécurité, Oui. c'est assez clair à comprendre. Sur Oui. la responsabilité, le véhicule autonome, il pose aussi d'énormes questions. Oui. Et je voulais que vous nous décriviez ce qu'on appelle le dilemme du tramway. Ah oui, le dilemme du Est-ce tramway. que ça résume comme problématique? Alors, on va partir du dilemme du tramway, on va parler du problème de Molly et ensuite d'asymétrie d'information. Le dilemme du tramway, donc c'est un dilemme qui est très ancien, vous pouvez le tester dans l'exposition. En gros, le tramway est lancé à fond et puis bien sûr, il est en pilotage automatique et au loin arrive soit un enfant derrière un ballon, soit mamie qui tire son petit caddie ou alors quelqu'un qui est passé au rouge. Et effectivement, faut-il freiner à fond pour éviter de tuer quelqu'un au risque de causer un préjudice physique aux occupants? Ou alors est-ce qu'on va freiner suffisamment, certes, pour ne pas blesser les occupants, au risque de blesser cette personne qui traverse? C'est le dilemme du tramway. Donc en gros, comment faire des choix? Donc à tort, on imagine aujourd'hui que ce choix, il est fait dans la machine. Il est fait à un certain niveau, oui, dans l'algorithme, dans la programmation, les 1 et les 0. Mais comme on l'a bien compris, la conduite, elle est supervisée à distance par un humain. Donc il y aura le réflexe humain. Le deuxième problème qu'on utilise en éthique jusqu'à même l'année dernière, la petite Molly. Donc la petite Molly, c'est une jeune fille de 8 ans, elle est à une intersection, c'est désert, il n'y a personne. Mais il y a quand même un véhicule autonome de niveau 5 qui circule à vide, qui arrive, et elle se fait écraser. Qui est responsable? Ne me dites pas que c'est la petite Molly, d'accord? C'est pas possible. Donc voilà les scénarios. La question c'est est-ce que c'est la voiture, est-ce que c'est le constructeur, voilà. est-ce que c'est le superviseur? Alors en fait c'est ça qu'il faut détricoter, c'est-à-dire qu'avec ces deux points d'entrée J'en connais faciles, un troisième, si je peux le citer avant Allez-y. de continuer. C'est le MIT qui réalise des tests depuis des années, qui s'appelle La mort à la machine, je crois. En fait, ces questions de choix sont aussi des choix culturels, c'est-à-dire que au Japon, on va préférer entre un enfant et une personne âgée, on va préférer garder la vie sauve de la personne âgée parce qu'on va considérer qu'elle est détentrice d'un savoir et qu'elle est plus précieuse et que voilà, elle représente quelque chose de plus important à sauvegarder que la vie de l'enfant qui finalement vient d'arriver à la vie et qui est pourtant le choix plutôt choisi chez les Occidentaux. Donc on voit aussi que cette délégation de fonctions cognitives, en fait, elle pose des milliards de questions en branche sur nos comportements et nos cultures, en fait. Comment est-ce qu'on réglemente ça? Comment est-ce qu'on traduit ça en normes? C'est ça. C'est-à-dire que dans le scénario actuel de la véhicule autonome, vous imaginez ce véhicule, il a été construit, il y a énormément de fournisseurs qui sont intervenus pour le construire. Au moment de l'accident, il est dans une infrastructure connectée, il y a des passagers à bord, certains ont le permis, ils auraient pu réagir, et puis autour, il y a des usagers de la route. Donc automatiquement, il y a une asymétrie totale d'informations entre la victime potentielle, la personne physique, et le constructeur qui, lui, a accès à toutes les informations. Donc la conclusion, c'est que celui qui sera responsable, c'est celui qui met son nom ou sa marque sur le véhicule, à charge pour lui juridiquement d'aller démontrer que c'est une pièce d'un fournisseur qui a dysfonctionné ou alors qui a eu un piratage du système. En gros, ce qu'on veut garantir, c'est que la victime sera indemnisée. C'est la marque, celui qui met son nom sur le véhicule qui va indemniser la victime, et lui qui a accès à toutes les données, tous les journaux informatiques, toutes les interactions qu'il y a pu avoir dans le véhicule. En tout cas, il a les moyens de faire ce qu'on appelle en droit une action récursoire, c'est-à-dire se retourner vers tous ces multiples partenaires potentiels pour se faire co-indemniser ou obtenir ce qu'on appelle en droit un mécanisme de solidarité, c'est-à-dire on est tous les deux responsables pour indemniser la victime. C'est ce qu'on retient. Mais du coup, c'est un problème parce que le constructeur sera jugé partie. C'est un peu comme l'IGPN, quoi, j'ai l'impression. Voilà, et donc on a mis en place un Event Data Recorder, donc c'est vrai, on utilise beaucoup d'acronymes, et il faut se mettre dans l'idée qu'on est comme dans un avion. Quand il y a un crash d'avion, on va chercher la boîte noire, on va l'analyser,
tout le monde s'arrête, il y a sécurité, personne ne peut rentrer, on récupère la boîte noire, elle est analysée, territoire neutre, donc on met en place effectivement ce boîtier pour qu'il y ait quelques secondes avant le crash qui soit protégé finalement, de sorte à ce qu'on arrive à reconstruire l'événement en toute neutralité. L'accès aux algorithmes, la transparence, c'est pas vraiment un fort des acteurs de la technologie, mais là on n'a pas accès à l'algorithme, on a l'accès aux traces numériques oui, enfin, pour faire de l'investigation. Ça revient à l'accès au code en général. C'est une question épineuse quoi, chez les acteurs privés. Alors, on sent, Philippe Villas-Boas, que ça vous pose beaucoup de questions. Hein. Vous pointez toutes les dérives possibles, toutes les problématiques critiques que pose le véhicule autonome. Peut-être c'est le moment de décrire l'œuvre, alors qu'on va voir après en vrai. Mais donc il s'agit d'un système de volants qui sont accrochés au mur. Hein. Ce sont les volants, je ne sais pas si on peut les voir là, tout à l'heure ils y étaient. Ils n'y sont plus. En tout cas, donc des volants d'automobiles sur le mur qui ont l'air qui tournent tout seuls et qui sont en fait le pendant physique d'un programme que le spectateur, le visiteur du musée a lui-même mis en branle sur un écran, indiquant une adresse, et on voit un véhicule autonome virtuel qui se déplace sur un écran en même temps que le volant conduit tout seul vers cette destination. Exactement. En fait, qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette œuvre ? Je fais un peu de prospective sur le niveau 5, si on doit résumer par rapport à la discussion. Je fais un peu de prospective pour justement nous mettre à cette place qui nous reste, celle du passager, mais aussi celle de celui qui passe commande. J'ai l'impression que cette position de consommateur et non plus de citoyen, j'ai l'impression que c'est un peu la seule qui semble nous rester aujourd'hui, alors que finalement la question des enjeux et défis de la voiture autonome, c'est aussi la question de l'usage de l'espace public. Et l'espace public aujourd'hui, il est utilisé avec tout un tas d'autres véhicules. Les gens reviennent à de la mobilité douce, à juste titre. Et la place qu'on a fait à la voiture le siècle dernier, aujourd'hui, pour moi, elle est à remettre en question, parce qu'on a designé nos villes autour de la voiture. Il y a exactement mardi matin, je crois, à Paris, il y avait un espèce de énorme nuage de pollution. Je ne sais pas si c'était le cas dans tout Paris, mais moi j'habite du côté de BNF et on était dans un fog total de nuages de pollution. J'avais jamais vu ça à Paris. Il se trouve que Paris géologiquement est un bassin, hein, nous vivons dans le bassin parisien, et notre usage immodéré finalement de la voiture et de ces fonctions-là aujourd'hui pose question, parce qu'il met en danger vraiment nos corps, notre santé. Et donc ce qui m'intéressait avec ce projet, c'est, pour revenir à la voiture autonome, c'était de questionner en fait cette délégation totale et de m'amuser à me mettre à cette place justement de sans cerveau en fait, sans les mains. Ça s'appelle sans les mains, mais sans cerveau, ça aurait pu aussi signer la chose. Parce que il y a dans cette expérience, et je le vois en montrant le projet, un peu toutes les réactions qui viennent. Il y a les gens qui sont ravis finalement d'aller jusqu'au bout de cette délégation et de se dire bon bah, c'est très bien, je pourrais jouer aux cartes avec mes enfants derrière. Et puis il y a la grande majorité quand même de gens qui sentent que ces volants qui sont exposés un peu comme des reliques du siècle dernier, que j'ai récupéré en casse d'ailleurs, c'est très intéressant les casses et les lieux de récupération, de recyclage de métaux. On apprend beaucoup de choses. Ces volants, ils sont là un peu comme un témoignage de cet objet de contrôle que la voiture aussi symbolise. La voiture a longtemps représenté un objet de liberté, l'aventure, l'exploration. Et en même temps, quand on regarde autour de nous à Paris, quand on voit des gens dans des voitures, on n'a pas l'impression qu'ils soient en train de jouir de leur liberté. Ils sont plutôt en train de souffrir de cette position de conducteur. Et le projet en fait met en scène un service fictif de voiture autonome. J'avais envie de devancer un peu Elon Musk et surtout de
de parler au-delà de la mobilité, en fait, de ce projet général de délégation et de l'usage de la technique. C'est pour ça que je suis hyper content d'être exposé au musée des arts et métiers, parce qu'on est dans le temple finalement de la culture technique, et c'est ce qui m'intéresse en grande partie avec ce projet. Alors, on ira visiter l'installation juste après. Manon Eskenazi, vous vouliez ajouter quelque chose, je vous vois prendre des notes. Oui, je trouve que cette question du partage de l'espace public, elle est très intéressante parce que, en fait, aujourd'hui, le véhicule autonome tel qu'il est expérimenté, je vous disais tout à l'heure, on a besoin d'un environnement qui soit quand même assez contrôlé. Donc, l'idéal pour le véhicule autonome, ce serait qu'il circule sur sa voie, tout seul, dédié, avec aucune interférence d'aucun cycliste, d'aucun piéton, de personne. Et ce serait l'idéal pour lui, pour cet objet. Mais c'est complètement à l'encontre des tendances aujourd'hui qu'on voit dans les politiques de mobilité des villes, notamment des grandes villes, qui vont plutôt vers la mixité des usages. On a de plus en plus de rues partagées où les piétons, le cycliste, la voiture sont censés cohabiter ensemble. On tend plutôt à aller vers à arrêter la séparation des flux qui a été un peu la doctrine depuis les années 60 pour aller plus vers une mixité d'usage, vers un ralentissement des vitesses. Et donc le véhicule autonome, aujourd'hui, peut ne pas s'inscrire dans ces stratégies de partage de l'espace public. Il pourrait, par exemple, s'il était intégré à une offre de transport public, comme un bus, par exemple, un bus autonome, puisqu'un bus autonome aurait accès à des voies bus, et là encore, il y aurait le piéton, le cycliste qui serait là. Et ça m'amène à une autre réflexion sur le fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de véhicules autonomes à partir des types de services de mobilité qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on va parler de véhicules autonomes en ligne de bus, on va parler du véhicule autonome aujourd'hui, par exemple, de taxi, on parle parfois des robots-taxis qui pourraient voir le jour. Mais en fait, c'est des catégories qu'on connaît aujourd'hui. On ne sait pas finalement quels seront les services qui existeront, puisqu'on parlait tout à l'heure de modèles économiques. Aujourd'hui, on ne connaît pas les modèles économiques des futurs services de mobilité autonome, puisqu'on n'est pas encore arrivé au niveau où la technologie est suffisamment mature pour qu'on arrive à être complètement sûr que le service de véhicule autonome prendra cette forme-là. Parce qu'il nous manque toutes ces inconnues-là. Et donc, pour revenir sur la question du partage de l'espace public, eh ben aujourd'hui, on ne peut pas savoir finalement comment il va réussir à s'insérer bien dans cette question, aussi dans ces trajectoires politiques locales, où on va vers plus de mixité, plus de modes actifs aussi, et donc quelle place pour le véhicule autonome demain finalement dans les politiques de mobilité. C'est incroyable qu'il y ait une politique de financement industriel sans anticiper un minimum le passage à l'échelle. Moi, ça me rend encore plus dingue sur le sujet. En fait. Aujourd'hui, sur le projet d'expérimentation sur lequel je suis, par exemple, on commence à se poser la question du passage à l'échelle. Sauf qu'on se pose la question du passage à l'échelle en prospective, en essayant d'imaginer ce que ça pourrait être à partir d'expérimentations de véhicules qui aujourd'hui ne sont pas matures. Donc on est vraiment dans un exercice aussi de projection, alors je ne sais pas si un jour, si vous êtes plongé dans les exercices de prospective des transports, le gouvernement publie régulièrement des exercices de scénarisation de ce que sera le paysage des transports à horizon 2050. Quand on y arrive, forcément, ce n'est pas exactement la même chose. Là, c'est pareil. Donc on essaye de se projeter, d'imaginer ce que ça pourra être, mais en fait, entre ce qu'on imagine aujourd'hui et ce que ce sera dans 10, 15, 20 ans, on ne sait pas. On va poursuivre avec les questions du public. Juste avant, je vous pose une dernière question. Votre réponse fera office de conclusion de cette première partie des échanges. On a utilisé les mots là, dans la dernière partie de la conversion d'espace public. Vous avez parlé du conducteur qui peut devenir quasiment plus qu'un consommateur, peut-être par opposition aux citoyens. On a l'impression que la voiture autonome, in fine, ça pose aussi un problème démocratique assez prégnant. Chacune votre mot de conclusion sur cette question, Nathalie Devilliers. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on se pose les questions du point de vue de l'usager. Si on reprend le dilemme éthique, il me semble qu'au moment où je descends du tramway, je suis le piéton qui peut traverser. Donc on oublie complètement cette partie-là. On ne pense pas rôle, alors qu'on a tous les rôles à tout moment, et qu'effectivement, on peut être cycliste à un moment, piéton l'instant d'après. Et puis par rapport donc, aux situations extrêmes qu'on connaît, qu'on peut imaginer, avec le réchauffement climatique, les conséquences,
social d'un tel choix. J'imagine que peut-être à un moment donné, les véhicules, n'importe quel véhicule, pourrait être vandalisé par des groupes sociaux qui considéreraient que justement c'est inacceptable d'avoir des véhicules qui soient autonomes dans ce micro ici, et que donc il y a aussi peut-être un risque social qui pourrait éclore. Manon Eskenazi, quelques mots de conclusion. Mes mots de conclusion sur un peu ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans une phase... Alors, on est à la fois dans une phase de test du véhicule automatisé, mais comme je vous le disais, c'est un rêve qu'ont les constructeurs automobiles depuis les années 40. Donc, il n'est pas dit que d'ici 40 ans, on ait encore ce rêve-là. Et j'en sais rien. Et ce que je peux dire, par contre, c'est qu'on voit très bien qu'au niveau mondial, que de plus en plus de constructeurs, d'acteurs du véhicule autonome se retirent aussi de ce segment en disant en fait finalement là on n'y arrivera pas et on a d'autres priorités. On a d'autres priorités aussi parce que depuis la crise Covid, forcément, alors on parlait tout à l'heure de souveraineté de souveraineté nationale, mais le véhicule autonome a été pas mal impacté par la pénurie des composantes électroniques qui étaient de l'autre côté du globe. Donc il y a pas mal d'enjeux qui font qu'aujourd'hui le futur du véhicule autonome il reste encore très incertain, et tout ce qu'on peut faire, en tout cas moi ce que j'essaye de faire à mon échelle, c'est d'essayer d'imaginer effectivement si il a un potentiel, quel potentiel ce serait pour les territoires et à quels besoins il pourrait vraiment répondre. Et je pense que c'est aujourd'hui peut-être comme ça qu'il faut reformuler, on essaye de faire une technologie en se disant peut-être qu'elle répondra à des besoins, mais peut-être qu'en fait il faut d'abord identifier les besoins et de voir quelle technologie pourrait vraiment y répondre, ou si c'est de la technologie ou autre d'ailleurs. Philippe Villas-Boas. C'est exactement ça que j'allais développer, c'est-à-dire que votre question était sur l'aspect démocratique de la chose, et en fait, avec la discussion, j'ai appris que on avait fait des choix industriels sans étudier vraiment ses potentialités, enfin sans l'ancrer, sans l'enraciner, et je pense que le terme est important, sur Terre. Et du coup, je me dis, mais on injecte de l'argent dans un projet qui n'est pas vraiment viable, alors que je crois que j'ai des amis dans les hôpitaux de Paris qui sont un petit peu en galère. Il y a tout un tas de problématiques de financement aujourd'hui, finalement, pas que sur la mobilité, mais sur les choix, finalement, que les gouvernements font à la place finalement du peuple qui l'a élu. Et je me demande comment on peut, à un moment donné, et je me tourne vers vous, puisque vous semblez bien informé sur les orientations prises par le gouvernement, comment, en tant que citoyen, on peut influer sur ces choix qui sont faits finalement sans consultation, sans emprise avec les gens qui sont dehors et qui manifestent pour leurs droits. Alors je vous propose qu'on ne réponde pas forcément tout de suite à la question, mais on va la prolonger en prenant les questions dans le public. Tout d'abord, merci à vous trois, Nathalie Devilliers, Manon Eskenazi et Philippe Villas-Boas. Et on poursuit tout de suite avec les questions du public. Vous pouvez applaudir nos intervenants. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véhicule autonome qui roule parce qu'il y a une réglementation qui date des années 70 qui le permet pas. Est-ce qu'il y a une réglementation qui est en train de se construire pour permettre aux véhicules autonomes de un jour pouvoir rouler? Nathalie Devilliers, on a déjà répondu partiellement à cette question, mais voilà, est-ce qu'il y a concrètement une réglementation qui va se mettre en place? Ça devrait marcher. Oui, en France, on a passé ce décret en juin 2021 qui porte sur l'utilisation de véhicules à délégation de conduite, c'est-à-dire conduite supervisée sur un circuit prédéterminé. Et c'est dans ce cadre-là qu'on considère qu'il faut une homologation en termes de cybersécurité. Donc cette homologation
va se faire par un organisme indépendant, un peu comme un contrôle technique cyber du véhicule. Il va couvrir toutes les phases depuis la conception jusqu'au retrait du véhicule, et on va donc analyser les composantes du véhicule pour lutter contre le risque cinétique, et puis les infrastructures pour lutter contre le risque cyber. Donc ça existe déjà. Alors en fait, ça n'existe pas, vous voulez dire à l'ensemble du territoire en dehors, ça c'est pour la France, territoire national. Voilà, c'est ça, parce que pour l'instant nous n'avons que ça pour le moment. Alors, je dirais que non, mais je passe par un contour, parce qu'il y a l'échelon européen. Actuellement, on révise la directive transport, et là, c'est un objectif qui ne va pas du tout coïncider avec nos ambitions qu'on partage apparemment tous ici, de contrôle démocratique, parce que ici, l'ambition, elle est en termes de marché unique numérique et de partage des données à l'échelon européen sur la mobilité pour savoir ce qu'on veut en faire. Donc, on n'a pas cette réglementation de la conduite déléguée. Pourquoi ? Parce que très souvent, dans l'Union européenne, quand on réglemente, on le fait par deux voies. Donc, le dispositif commence toujours par la Commission européenne, va au Parlement, après au Conseil, trilogue, et on obtient un texte. Le texte peut être soit un règlement, un texte très compliqué, où il y aura des règles très précises, parce qu'on est tous d'accord, on considère que c'est très important, et on a tous le même niveau de maturité. On en est donc loin, ce qui fait qu'on ne peut pas faire ce type de règlement. Et donc la directive, c'est l'autre instrument où on va fixer un objectif global et on va laisser les États membres déterminer comment atteindre cet objectif. On obtient un avantage majeur, c'est qu'on commence à réglementer. On obtient 27 inconvénients énorme, parce qu'on a 27 réglementations différentes, les constructeurs ont 27 normes à se conformer, et les citoyens, les victimes, ont 27 chances de ne pas être indemnisés. Donc pour l'instant, on en est à ce niveau-là. Si je peux juste ajouter un point, en France, en tout cas en Europe, tous les signataires de la Convention de Vienne ne peuvent pas effectivement autoriser ça. Les États-Unis et la Chine, par exemple, qui n'ont pas signé la Convention de Vienne, ont la possibilité de faire rouler des véhicules autonomes de niveau 4 sur voie ouverte. Et alors après, là, je ne suis pas très spécialiste dans la réglementation américaine, et je crois que c'est au niveau des États que ça s'autorise. Oui, bonsoir. J'avais une question. Vous disiez tout à l'heure effectivement que les constructeurs automobiles se désengageaient ou en tout cas oui, essayaient de se désengager un petit peu des investissements en recherche et développement sur la voiture autonome pour d'autres sujets. Et je voulais savoir, selon vous, si justement le jeu en valait la chandelle pour les constructeurs d'un point de vue économique versus l'impact du coup d'un point de vue éthique et aussi en termes d'image pour ces constructeurs-là. S'ils sont effectivement dans des situations de litige vis-à-vis en fait d'usagers qui seraient impactés par justement des accidents liés à la technologie autonome. Nathalie Devilliers. C'est exactement ça, vous touchez du doigt l'impact, l'entreprise, à quoi elle pense, à qui va l'acheter, qui risque de l'acheter, qui sont ses investisseurs aujourd'hui et qui va la racheter demain. Donc automatiquement, il y a des risques en termes de réputation, il y a des risques en termes aussi de fonds d'investissement. Aujourd'hui, on a beaucoup de fonds éthiques qui prennent le contrôle de sociétés, qui achètent, qui montent en puissance dans le capital de la société pour imposer des choix aux dirigeants. Ça s'est vu avec Danone, ça s'est vu avec d'autres exemples. Et on pourrait tout à fait imaginer, parmi les moyens de contrôle, que justement cet impact environnemental, sociétal qui ne soit pas pensé par l'industriel soit sanctionné. Déjà à ce niveau-là, et ensuite en termes d'obligation de rendre des comptes sur le plan extra-financier. Manon Eskenazi, vous voulez ajouter quelque chose ? Juste un point, c'est effectivement, il y en a pas mal, notamment au niveau international, qui se désengagent aussi parce qu'en fait, forcément, donc je disais qu'on est toujours dans un cadre d'apprentissage et le développement de la technologie ne va pas assez vite finalement pour compenser les coûts
de recherche et développement de ces sociétés. Et comme je le disais, on a quand même eu un contexte voilà, de crise sanitaire, de crise de l'énergie. Et donc, en fait, il y a les acteurs qui sont en train de se repositionner, de refaire d'autres choix et donc d'abandonner. Alors, parfois, certains, notamment les opérateurs de transport public, peuvent abandonner la partie développement de la technologie. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent la partie développement de la supervision. Et notamment parce que, alors je parle des transports publics parce que ce sont aussi des acteurs qui s'intéressent beaucoup aux véhicules autonomes. Pourquoi ? Parce que sur le marché international, donc ça se développe pas mal à l'étranger, et que nos opérateurs de transport public, ils ont aussi des marchés à l'étranger, donc ils veulent être compétitifs sur des marchés qui demanderont peut-être un jour d'avoir des services de mobilité autonome. Ils se positionnent là-dessus. Donc ils vont peut-être parfois abandonner le développement technique. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent tout l'apprentissage sur la supervision. Philippe Villas-Boas. Oui, pour continuer sur la supervision, en fait, c'est vrai qu'on a l'exemple en fait toutes les IA qui tournent aujourd'hui pour la modération, notamment des réseaux sociaux, où on met en avant en fait l'intelligence du code, pour résumer, alors qu'en réalité, il y a bien évidemment tout un tas de personnes tout un tas de travailleurs du clic, comme le relevait Antonio Casilli, qui est déjà passé par ici. Et ça pose question aussi en fait sur la position de cette personne employée qui la plupart du temps en fait est vraiment reléguée au dernier volet du dispositif technique. Et je me souviens d'une histoire de poubelles intelligentes, je crois dans les rues de San Diego, où on vendait une poubelle autonome. Alors encore une fois, là, on ne s'est pas posé la question du besoin d'une poubelle autonome, parce qu'on peut faire 3 pas et puis déposer son papier. Mais voilà, comme ces vendeurs, cette autonomie, ce rêve comme ça de délégation totale, qui remonte de loin, puisque je le disais en introduction, les Grecs antiques avaient déjà ce rêve, hein, c'est vraiment pas nouveau, c'est humain en fait de rêver à ça et de paresser, je dirais, à ça aussi. Et en fait, cette poubelle était contrôlée par des Mexicains à 200 km. Et c'est ce dont on se parle là en supervision, en fait. C'est de ce genre de job qu'on souhaite forger une nation. On va prendre une autre question dans l'auditoire. Monsieur, je crois, ici. Il y avait une main qui s'était levée là aussi plusieurs fois. Alors Je prends la parole, je vais poser ma question. Bonsoir. A été mis en lumière il y a quelques années dans un film, Boîte Noire, cette scène où le passager code les paramètres de l'avion pour juste tester pour une entreprise qui souhaitait reprendre le marché et qui finalement ne maîtrisait pas cette fissure et qui s'est retrouvé donc du coup à cracher l'avion. Est-ce que cette fissure, puisqu'on la connaît déjà, elle sert de base de travail pour atteindre les différents niveaux, donc là on en est au 0, voire 1, 2, et travailler sur le 3, 4, 5. Nathalie Devilliers. En fait, vous dites que c'est un film ? Oui, le film c'est Boîte Noire, qui a été joué avec Pierre Ninet. C'est tiré d'un fait réel, hein. Mais l'avion ne volait pas. Il a effectivement été... on rentrait dans l'écran, dans les menus de jeux, de films, et voilà, on faisait ce qu'on voulait, mais l'avion était au sol et en phase de test. Oui, bien sûr, on envisage tout. On teste tous les scénarios, oui. Très bien, merci. Parce que effectivement, le passager, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Et donc j'avais une collègue dans ce groupe de travail où j'étais la seule juriste, et c'était très bien, philosophe, ingénieur, sociologue. Et on discutait à la pause café. Je disais, mais tu sais, moi j'ai fait du rallye, j'ai été copilote de rallye, et voilà, on s'amuse avec un véhicule, on le customise. Donc imagine, quelqu'un achète un véhicule autonome, sa première réaction, ça va vouloir être de le bidouiller et de modifier les choix qui ont été faits par le constructeur. Voilà. Donc c'est quand même, oui, c'est la première réaction qu'on a. Une autre question, monsieur ? Oui,
Bonjour, merci beaucoup pour cette diversité de points de vue, c'est très intéressant. Moi j'avais une question plutôt, est-ce que vous avez commencé à réfléchir un petit peu aux impacts psychologiques et sociologiques finalement de cette voiture autonome et la transformation mentale des gens qui aujourd'hui, par exemple des Français qui tous les matins peuvent appuyer sur leur klaxon rageusement et évacuer un certain nombre de frustrations, imaginez, ils ne peuvent plus le faire dans quelques années, que va-t-il se passer ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on réfléchit un petit peu finalement à comment les technologies, l'autonomisation cette autonomisation cognitive et peut-être même émotionnelle, qu'est-ce que ça va produire à l'intérieur de la tête des gens ? Est-ce que des gens y réfléchissent ? Qu'est-ce qu'on va devenir si on ne peut plus insulter le voisin sur la route ? Alors, personnellement, moi, je ne travaille pas là-dessus, mais effectivement, il y a des travaux qui sont en cours. J'avais vu, alors je ne l'ai pas lu, le papier, mais je sais que j'ai vu passer des choses là-dessus, sur réfléchir effectivement à quel impact. Si, j'avais assisté d'ailleurs à une présentation d'un chercheur coréen qui avait travaillé un petit peu là-dessus. Il parlait de kinesthétique pour parler de la relation entre le conducteur et la voiture et ce que ça pouvait transformer. Et donc forcément on est un peu aux prémices parce que comme je vous disais, ça y est pas encore, et puis finalement le chauffeur il est encore souvent là. Mais ça m'amène à un autre point, c'est qu'on vous parle, il y a une vraie réflexion aujourd'hui sur cette séparation dont je vous parlais entre le véhicule particulier et le transport public. En France aujourd'hui, on partirait vers du niveau 4, donc sans conducteur pour du transport public. Il n'est pas du tout dit qu'on parte sur du niveau 4 pour le véhicule particulier, et qu'on reste peut-être sur du niveau 3. Et se pose derrière la question, après, sur le niveau 3, est-ce que c'est vraiment pertinent de développer ça, sachant que ça veut dire qu'il faut que vous ayez le conducteur qui soit là, qui soit vigilant, qui regarde la route, qui peut avoir les mains hors du volant, mais il faut qu'il soit capable de reprendre le volant dès qu'il y a un problème. Donc il y a des vraies questions sur effectivement le véhicule particulier. Est-ce qu'on l'amène au niveau 4 ? Et dans ce cas-là, il y a une logistique très complexe derrière de systèmes de supervision, de qui gère tout ça. Ou est-ce que le niveau 4 sera réservé au transport public ? Là, c'est pour la France, c'est pas du tout des réflexions qu'on peut voir dans d'autres pays. Moi, j'aime beaucoup cette question parce que à chaque fois que je produis une œuvre, j'ai un texte qui l'accompagne parce que mon premier outil, ma première technique à moi, c'est l'écriture. Et du coup, j'essaye toujours de faire cet exercice. Et j'aborde cette question-là parce que je pense aussi que cette délégation qu'on fantasme avec la voiture, effectivement, étant un objet de contrôle, un des rares lieux, j'ai envie de dire, même s'il est mobile, de contrôle individuel, on sent bien que c'est un exutoire émotionnel, quoi. On est à Paris, quoi. En plus, c'est sous pression. Et effectivement, on peut imaginer que ça va nous libérer de la tension pour les autres et pour soi. Mais je crois qu'on fait déjà cette expérience dans un train, dans un bus, et on peut tout à fait se projeter dans la voiture autonome qui s'appelle le TGV, quoi. C'est ce point-là du repos, finalement, du repos en mobilité, je trouve super intéressant parce que la voiture au XXe, en fait, elle a vraiment fait la promotion de cette vitesse de déplacement. Et d'ailleurs, on a tous, je ne sais pas si vous avez le souvenir de la première fois que vous êtes monté dans une voiture, enfant, on sent bien que c'est une espèce de cocaïne cinétique, dans le sens où d'un seul coup, on a accès à une augmentation technique de déplacement exceptionnelle, alors qu'avant, finalement, on a connu le vélo. Moi, je trouve que le vélo, c'est la dose parfaite d'augmentation technique. Et qui plus est, le vélo, c'est génial parce que l'algorithme, il est visible. On voit très bien les pignons, les pédales. On peut le réparer en plus. On a accès à cette chose-là, ce qui est un peu plus compliqué sur des systèmes complexes. Et voilà. Je voudrais prolonger la question de monsieur. La question, c'est est-ce que finalement la voiture autonome, elle va nous transformer d'une façon singulière ? Or, on pourrait le voir autrement et dire toute technique, toute invention nous transforme nous-mêmes. On a inventé l'écriture, ça nous a permis de ne plus faire appel à notre mémoire pour apprendre des choses. On avait notre mémoire dans le livre. Et donc à chaque fois on est transformé. Est-ce que là on a l'impression qu'on est dans cette continuité-là, on va être transformé, mais so what ? Ou est-ce qu'il y a une singularité potentielle dans la manière dont ça va nous transformer et de quoi nous faire un peu peur ?
Alors c'est Michel Serres qui parlait beaucoup de ça, parce que Michel Serres était mathématicien, historien des techniques, et c'est lui qui a écrit Petite Poussette, je ne sais pas si vous connaissez, il parlait de la délégation déjà de la mémoire au temps des philosophes de la Grèce antique, encore une fois, et il disait que ces philosophes ne voulaient pas finalement déposer leur savoir sur un support matériel, parce qu'ils allaient être dépossédés de ces savoirs, ils n'allaient plus avoir directement accès dans leur cerveau, et il se plaignait en quelque sorte de cette déposition de savoir sur du support. Or, Michel Serres, il fait le parallèle entre cette inquiétude-là des philosophes grecs antiques et l'inquiétude qu'on a eue il y a quelques années avec les moteurs de recherche, où on se souvient plus exactement de l'information qu'on cherchait. Par contre, en 2 mots-clés, ou 3, on y a accès à cette information. Alors c'est pas un technobéat, Michel Serres, mais c'est vrai qu'il est très, disons, porté sur le progrès technique de manière générale. Je dirais pas le technosolutionnisme, mais un peu. Et du coup, il disait de la même manière qu'on a externalisé ces fonctions cognitives et mécaniques. En fait, quand on voit l'apport de l'écriture dans la civilisation, on ne peut pas décemment venir critiquer le fait qu'on ait développé l'écriture et que les philosophes se soient plaints de cette dépossession. Maintenant, ça veut dire aussi quand même que ces philosophes, pour répondre à monsieur là-bas qui parlait des conséquences cognitives, ça veut dire quand même qu'ils étaient capables de mémoriser un certain nombre de connaissances assez phénoménales avec des techniques qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Notamment la technique des palais de la mémoire, où finalement ils déployaient leur savoir en visitant une bâtisse virtuelle, et ils associaient, ils perlaient leur discours d'objets finalement qui reprenaient ou qui représentaient ces étapes de leur savoir en décorant la maison, l'entrée, etc., etc. C'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on est incapable de faire ça. Et puis surtout, on est en train de le recréer différemment avec la réalité virtuelle, mais c'est un autre sujet. Nathalie Devilliers ou... Je vais juste rajouter un petit point, puis je vous passe le micro, mais juste pour rajouter un petit point, c'est qu'en fait, dans ce discours sur le véhicule autonome, il faut retirer le chauffeur, donc je vous disais, il y a la question de la sécurité, ça crée les humains, ça crée des accidents, et en fait, si on enlève l'humain, il n'y a plus d'accidents. Bon. Il y a aussi la question de la pénibilité de la conduite. Et un peu ce discours de, en fait, si on enlève le temps de conduite, les gens auront le temps de faire d'autres choses. Mais il y a un certain nombre de gens, alors peut-être pas dans les bouchons, mais il y a encore un certain nombre de gens qui aiment conduire. Et se pose la question derrière, effectivement, on parlait du vélo tout à l'heure, derrière le vélo, il y a aussi cette question de les gens qui font du vélo, de plus en plus, enfin la plupart des gens qui font du vélo aussi parce que ça leur plaît, parce que c'est un moment de liberté pour eux, c'est un moment où on récupère un peu de temps pour soi dans la journée, et se pose la question, effectivement, si on retire le chauffeur, et donc on retire peut-être une activité aussi qui plaît à un certain nombre de personnes et qui du coup leur fait aussi du bien. Bon, c'est encore des choses effectivement qui sont un peu en travaux sur comment est-ce que ça va vraiment transformer les gens et le rapport qu'on a à la voiture, le rapport qu'on a aux autres. Mais il y a aussi encore pour un certain nombre de conducteurs cette dimension plaisir qui à mon avis n'est pas complètement retirée. Nathalie Devilliers. Je pensais à la période en fait que nous vivons, où tout s'accélère. La question que vous posez, moi je me la suis posée juste avec ça. On est tout le temps en train de regarder, ça va très vite. Si c'est à lire, ça n'intéresse plus grand monde. Qui peut lire encore un article de recherche de 15 pages? C'est quand même... voilà, il faut que tout aille très vite. Donc effectivement, donc j'ai pas lu de travaux, je me suis pas penchée sur la question, mais j'imagine que les connexions neuronales sont certainement en train d'évoluer, qu'à l'ère pré-digitale tardive que nous vivons, à l'heure où Elon Musk compte mettre une puce cérébrale pour implanter ensuite dans un autre corps, on peut effectivement se poser cette question à tout un tas de niveaux de l'activité humaine, et que certaines personnes
qui ont des moyens technologiques, des moyens financiers, sont en train de préparer des actions et qu'effectivement ne pas provoquer ce débat démocratique, ces moyens de contrôle, de contrebalancer, je veux dire à très gros échelons et de manière connectée aussi pour justement transmettre les bonnes informations enfin. Il faut vraiment qu'on s'en occupe, tous à nos échelons, et en parler à un maximum de personnes. Moi, ça me donne envie d'aller lire plein de publications de plus de 15 pages, du coup. Et je vous invite à lire un très bon bouquin qui s'appelle « Le choc du futur » d'Alvin Toffler de 1970, qui était précurseur sur un très grand nombre de choses que nous vivons actuellement et de choses que nous ne vivons pas encore. Nous avons encore quelques minutes pour prendre encore quelques questions. Monsieur à ma droite, et puis ensuite monsieur par là-haut, à gauche. Ah, monsieur au premier rang, excusez-moi. Bonsoir. Ma question porte plutôt sur la cybersécurité et l'éthique. Est-ce qu'on n'est pas en retard sur ces sujets, puisque dès aujourd'hui, la Mercedes EQS est en ADAS niveau 3 et est commercialisée en France. Et aussi, les systèmes d'ADAS 2 sont très capables de faire de l'ADAS 3, malgré le manque de redondance et donc des problèmes de sécurité accrus. Ce sont des systèmes tout à fait capables de faire de la conduite automatisée sur des routes bien définies, donc des voies bien isolées ou dans des bouchons. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas déjà en retard en fait sur la sécurisation, sur les questions éthiques? Merci. Peut-être Nathalie Devilliers. Je dirais malheureusement que oui, parce que les systèmes sont développés. Regardez ChatGPT, il a été piraté, mais l'entreprise qui l'a créé n'y est pour rien. C'est le fait de pirate. Donc effectivement, on est toujours en retard et en réaction. Et sur l'éthique, c'est malheureusement une dimension. On est tous capables de faire de l'éthique aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. C'est une réflexion qui est de bon sens, qui est humaine et qui devrait être présente de manière assez facile, assez évidente. Et pourtant, elle est en retrait et elle est fragmentée. Et c'est effectivement regrettable sur ces deux points. Philippe Villas-Boas, en complément. Oui, on n'a pas abordé non plus un autre sujet, c'est-à-dire que faire opérer un système complexe, ça veut dire que chaque voiture a une connaissance de son environnement, donc le film, et l'accès à ces données, le fait de surveiller absolument de manière panoptique l'espace public. Autre question voilà, qui pourrait faire l'objet d'une autre heure de discussion. Je crois qu'on a déjà ce sujet avec les caméras de surveillance. Enfin, vraiment, la voiture autonome concentre plein de problématiques liées aux technologies aujourd'hui. Et le système qui demande ces capteurs pour analyser en temps réel l'environnement pose en plus la question de la surveillance totale des citoyens, enfin, de l'anonymat, parce qu'il y a la reconnaissance faciale qui peut être pluguée sur l'imagerie en temps réel, on sait faire. Moi, je fais des installations avec ça pour en parler. Donc, c'est, je pense, une question éthique qu'on n'a pas abordée, mais peut-être vous avez des choses à nous dire là-dessus. Alors, il nous reste quelques minutes pour la discussion dans l'amphithéâtre. Il y avait encore au moins 2 questions. Je voudrais qu'on les prenne. Oui. Et puis, comme je vous disais au début, exceptionnellement, ce soir, le musée reste ouvert à l'issue de cette table ronde. Philippe Villas-Boas vous présentera ses installations et jusqu'à 22h, vous pouvez rester au musée pour continuer à discuter avec nos intervenants. Je profite, puisque je parle de ça maintenant, à 20h30 et 20h50, vous entendrez l'information selon laquelle il faut quitter l'établissement. Vous pourrez en réalité rester, j'insiste, jusqu'à 22h et un rafraîchissement vous sera par ailleurs offert. Du coup, je rends la parole à Nathalie Devilliers. On prend 2 questions ensuite. On y répond et on se retrouve juste après dans la chapelle.
Après, si vous voulez dormir au musée, c'est possible. Il y a la Wilcox au premier étage, mais c'est petit format. Sur la vie privée, oui, parce que, alors, je suis juriste, donc mon réflexe, c'est de regarder les textes. L'aspect vie privée, protection de la vie privée, on imagine mal comment un règlement sur l'intelligence artificielle va venir gérer des risques, tout en ayant adopté un règlement de la protection des données 10 ans avant. Mais le problème de cybersécurité entre là, parce que si j'ai donc cet accident, ce piratage, je vais vouloir accéder à un maximum de données. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui quand on est sur une scène de crime et qu'on cherche des traces numériques. Je vais par exemple vouloir accéder aux traces des téléphones mobiles des passagers dans le véhicule et puis des personnes qui étaient à proximité. Donc il va falloir trouver comment utiliser ces données, qui va pouvoir y accéder. Bon, ça c'est déjà réglementé, les forces de police, telle et telle donnée, etc. Des copies pour telle durée. Mais effectivement, on a eu déjà des éléments qui permettent de couvrir ce champ. Alors, monsieur, au premier rang. Oui, bonjour. Et merci pour vos interventions. Oui, j'avais deux questions techniques que je me posais. Un, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin, est-ce qu'on n'est pas encore assez loin d'une rupture dans le domaine de l'intelligence artificielle? Parce que j'ai écouté une mathématicienne qui disait que les processus de reconnaissance humain, ils fonctionnent à partir d'a priori. Ce qui permet à l'humain d'accéder directement, disons, à des significations. Alors que les réseaux de neurones actuels, ils fonctionnent plutôt par des corrélations statistiques. Donc, remplacer donc, la reconnaissance humaine, un conducteur automobile, par de l'intelligence artificielle, ça paraît assez loin des possibilités actuelles, si j'ai bien compris. Hein. Donc, je me posais cette question quant à la possibilité technique à court moyen terme de l'intelligence artificielle. Et deuxième point, pour rejoindre notre artiste qui m'a l'air très philosophe, c'est un compliment, hein. J'écoutais un analyse de système qui posait la question sur les quantités de données échangées. Alors, je n'ai pas très bien compris dans le débat hein, ce problème-là de quantité de données dont il était besoin pour la supervision centrale, pour le rapport avec les infrastructures, parce que cet analyste-là disait que ça faisait que la voiture autonome produisait des quantités de données astronomiques très très supérieures à ce qui est utilisé chaque jour sur Internet. Donc voilà, ces deux questions technologiques. Alors, je propose qu'on y réponde en quelques mots, si c'est possible, sur le fonctionnement donc déjà de l'intelligence artificielle versus le cerveau. Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, hein, en fait, on fonctionne par apprentissage. Donc en gros, le véhicule autonome, là aujourd'hui, l'idée c'est de le faire rouler, de faire plein de roulages pour qu'il apprenne le plus de situations différentes. Et effectivement, alors je ne suis pas spécialiste de l'IA, mais je pense que effectivement, c'est le seul moyen d'arriver à faire en sorte qu'il soit capable de gérer l'ensemble des situations et peut-être après de s'adapter. Et sur la deuxième question, alors c'est une question effectivement très intéressante parce que aujourd'hui, dans les projets d'expérimentation de véhicules autonomes, il y a tout un volet évaluation des impacts qui est intégré et notamment des impacts environnementaux. Et donc il y a aujourd'hui des méthodes qui se développent qui s'appellent les analyses de cycle de vie, où on regarde le cycle de vie du service de mobilité autonome, de l'extraction presque des matériaux jusqu'à son recyclage, jusqu'à la fin de vie. Et aujourd'hui, c'est des questions qui se posent en fait, la question du volume de données, parce que comme je disais, on est sur des expérimentations, donc on ne sait pas à terme ce que ça pourra être, et que c'est des extrapolations, et ce sont des hypothèses effectivement qui sont prises que les volumes de données seront très importantes. Je vais faire de la pub pour mon labo, mais il y a une collègue qui a effectivement publié un rapport il n'y a pas très longtemps sur l'analyse de cycle de vie qui est disponible en ligne. Si vous voulez voir comment on utilise ces méthodes-là, malheureusement, on n'a pas encore les résultats parce qu'il faut avoir les données pour faire ça. Et il y a un rapport de la Fabrique écologique qui pose aussi très bien ces questions-là.
de questions de données et d'impacts environnementaux en fait, du véhicule autonome par rapport aux données. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'était juste par rapport à la première question sur les données. En fait, ça pose aussi la question de ce qu'il y a dans les bases de données pour que le véhicule fonctionne. Et par exemple, vous pouvez utiliser ici dans l'exposition une sorte de miroir. On vous dira à combien de pourcents vous êtes reconnu en tant qu'humain. Ça pose la question donc de ce qu'il y a dans la base de données, comment je reconnais que c'est un humain. Et puis, ça pose aussi d'autres questions éthiques. Et c'est là qu'on voit aussi l'impact de la collecte de masse des données, parce que je sais reconnaître un humain sur le territoire où on a tous à peu près de la peau claire, qu'est-ce que ça va être ailleurs? Parce que l'humain pourrait ne pas être reconnu, parce qu'il n'y aura pas assez d'images de cette catégorie de population qui pourrait ne pas être reconnue par le véhicule. Philippe Villas-Boas, vous vouliez ajouter un mot? Non, je vous ai vu tendre la main vers le micro. Du coup, on va prendre la dernière question avec, je le répète, la possibilité de prolonger à l'issue de ce moment dans l'amphithéâtre. Non, il n'y avait plus de questions. Et bien dans ce cas-là, je propose que nous en restions là. Merci à nos trois invités, Nathalie Devilliers, Manon Eskenazi et Philippe Villas-Boas. Merci à vous toutes et tous pour votre attention et pour vos questions. Et nous nous retrouvons tout de suite dans la chapelle.